Mon troisième message, j'espère que c'est le bon. Voilà, en direct, toujours d'Ariège, département 09. Du coup, pour vous parler des origines, d'aller aux origines du chœur vendéen. Alors le chœur vendéen, voilà, aujourd'hui on le connaît, il est double comme ça. Il est là comme ça depuis 1943, ou moi je suis plus sûr, enfin des années 50. Et il est double depuis 1830 avec la comtesse de Berry. La comtesse, voilà, le Berry, le pays de l'ours. Voilà, l'homme qui a vu l'ours. C'est ça le Berry. Et du coup, c'est la comtesse de Berry qui était venue dans les années 1830, enfin un petit peu avant là, pour essayer de ressoulever une autre fois le peuple pour, voilà, contre les pouvoirs inquisiteurs et esclavagistes qu'on connaît encore aujourd'hui. Et du coup, voilà, elle l'a mis double à ce moment-là. Et du coup, le chœur vendéen, c'était aussi, il apparaît à la Révolution française, là, quand il y a eu une histoire de populicide. Il y a eu les grandes colonnes infernales, enfin voilà, toutes les guerres de ce qu'on appelle les guerres de Vendée. Voilà, donc c'est pareil, il y a c'est ceux qui ont gagné, qui ont écrit l'histoire, comme ils ont brûlé pas mal de personnes et voilà, il y a aussi pas mal de documents. Évidemment, il reste pas grand-chose de cette histoire, à part quelques pierres qui racontent tout ça. Et voilà, du coup, ça dure depuis des siècles un petit peu tout ça. Voilà, les bibliothèques d'Alexandrie, etc. Voilà, on efface tout, mais il reste quand même le souvenir au fond de nos cellules, au fond de nos cœurs. Voilà, on va aller chercher dans le fond du cœur ce qui se passe vraiment, ce qui est la réalité. Du coup, le chœur vendéen, il arrive vraiment il émerge pendant cette période-là. Voilà. Et en fait, après, on donne le symbole de ce pays-là vraiment dans les années 1950, on officialise ça. Et on dit que le cœur, ce symbole-là, le symbole du cœur, on va aller voir ça. Du coup, depuis quand est-ce qu'il existe? Alors dans les recherches que j'ai fait, ça m'a amené loin. Là, de ce qu'on va parler, voilà, c'est pour un public déjà averti, hein, sinon je ne vais pas tout résumer, je vais faire les grandes lignes. Euh, Là, on va remonter à l'époque pré-cataclysmique, la pré-glaciation, la glaciation d'il y a 12 000 ans. On appelle ça la période hyperboréenne. Voilà, c'est-à-dire avant toutes ces glaciations. Du coup, qui ont certainement été, ces glaciations qui avaient certainement eu pour naissance des éruptions volcaniques, voilà, des catastrophes volcaniques assez émergentes qui ont créé justement cette glaciation. Et du coup, on appelle ça la période hyperboréenne. Et du coup, il y a Madame Geneviève von Petzinger, une paléontologue qui a étudié ces symboles et qui a isolé de cette période-là 32 symboles. Du coup, je vais faire un petit clic comme ça, ils vont défiler à l'image. Voilà, du coup, ça, c'est les symboles, les 32 symboles que Geneviève a isolés. Voilà, de cette période-là. Merci Geneviève pour avoir fait ce travail. Et du coup, de ces symboles-là, je vais juste en récupérer quelques-uns et pof, je vais les coller là. Voilà. Du coup, en fait, les symboles j'en ai mis un petit peu là. Si vous voulez aller jouer après, voilà, on va jouer à des jeux. Et juste ces symboles-là, du coup, là, on fait un bond dans le temps. Ils restent encore à l'époque mérovingienne. Voilà, on les retrouve, c'est les mêmes. Et du coup, ils traversent aussi un petit peu entre deux, mais bon, on va pas parler de tout. On va juste arriver à l'époque mérovingienne, parce qu'on dit un roi pour Dieu et un roi pour le roi. Pardon, qu'est-ce que je dis? Un cœur pour Dieu et un cœur pour le roi. Et à fond la tradition, on dit que c'est ça la Vendée. Bon alors du coup, tout n'est pas faux, mais il y a pas tout n'est pas vrai. Voilà, faut juste remettre dans le contexte que c'est à cette époque-là la religion et qu'est-ce que c'est cette époque-là le pouvoir royal. Et du coup, on va voir ça tout de suite. Du coup, en fait, à cette époque-là, parce que du coup, je fais cette petite vidéo. Parce qu'il y a Jacques Grimaud à un moment. Donc Jacques Grimaud, c'est l'homme qui a fait la révélation des pyramides. Là. Voilà, peut-être vous avez vu ce documentaire ou pas, enfin bref. Bon, cet homme-là est dénigré aujourd'hui parce qu'on lui reproche d'avoir pris voilà, accaparé en fait les connaissances d'une personne qui n'était pas lui, voilà, simplement. Mais bon, ça ne met pas
ça met pas en doute en fait tout ce qu'il a ramené quand même, quoi. Ça, c'est indéboulonnable. Il a ramené quand même des certains faits qui sont, voilà, c'est comme ça. On n'y peut rien. Voilà, donc merci quand même à cet homme-là. Voilà, il a fait ce qu'il a pu, malgré on lui en veut pas. Mais du coup, à un moment, cet homme-là, il raconte qu'il doit avoir accès à une culture quand même voilà, particulière. Il raconte que les Mérovingiens sont arrivés avec les druides en Vendée, les premiers. Voilà, alors qui étaient ces Mérovingiens? Donc c'est un flou artistique sur les Mérovingiens, il n'y a rien en fait, il n'y a que dalle. En gros, on comprend qu'on peut les situer plus du côté des Flandres, la Belgique, la Hollande aussi surtout, voilà, le pays de Saxe, etc. Du coup, la Hollande aussi qui a des liens avec la Vendée, qui a gardé tous des liens avec la Vendée pendant des siècles. Du coup, c'est les Hollandais avec leur science qui ont permis d'endiguer, de gagner un peu plus d'une trentaine de kilomètres sur la mer. Voilà, de cette science-là, les Hollandais. Et du coup, donc il y a peut-être une affiliation effectivement avec ces Mérovingiens de là-bas. Du coup, ils sont arrivés par l'île de Noirmoutier, puis après Saint-Gilles-Croix-de-Vie, et puis après ils sont pendus dans le pays de Machecoul, le pays de Retz, et puis un peu plus loin, Saint-Laurent-sur-Sèvre, Mortagne, tout ça, le pays de la Sèvre, puis après, bon, toujours est-il que voilà, ils ont ça à continuer pendant des générations. Et qui étaient ces Mérovingiens? Du coup, en fait, les Mérovingiens, ils avaient une tradition associée à l'abeille. Voilà, en fait, on va faire un petit récapitulatif de la société mérovingienne. Du coup, voilà, en gros, j'ai gardé ces symboles-là, on les retrouve sur beaucoup de tombes mérovingiennes. Je travaille un petit peu dans ces bâtiments-là. Et voilà, et du coup, ça, c'est aussi, on verra après, je vous parle de ces symboles-là après, justement après avec les Mérovingiens d'abord. Du coup, en fait, on a le pouvoir qui s'organise dans une trinité. Là, avec les Mérovingiens aussi, il faut comprendre que là, il y a une vraie science. Il y a quelque chose de... On est dans le trimégisme déjà. Le trimégisme, il existe déjà à cette époque-là, et bien avant. Du coup, on a le pouvoir du peuple, qui est le pouvoir temporel, c'est-à-dire c'est les artisans, c'est eux qui ont le pouvoir de manifestation, après avoir fait leur assemblée, avoir fait le consensus en fait, c'est la force de manifestation. On a le pouvoir des sciences et la philosophie, donc ce qu'on appelle la religion, peut-être la reliance, qui est ordonnée par les druides, et le pouvoir de protection et de justice donné au roi. Donc le roi, on lui associe l'abeille, parce que dans une ruche, si la reine, le pouvoir royal, donne des mauvaises indications qui vont à l'encontre de la colonie, du coup les ouvrières la tuent et ils en élèvent une autre. Du coup, ça donnait les limites du pouvoir royal. Voilà. Et du coup, on a le I, parce que le I, c'est le roi, c'est le héros de moi-même. Du coup, je suis mon propre roi. Il faut savoir que voilà, tout ça, on pouvait être artisan, mais druide, roi, en même temps qu'on pouvait être artisan et druide. Enfin voilà, on désignait, on reconnaissait qui était qui, tout simplement. Voilà, avec le nom qu'on était dans le cœur. Du coup, on savait se reconnaître simplement. Et du coup, ces symboles-là sont associés, quoi. Voilà. Et du coup, on a la cosmogonie de l'arbre. Du coup, on avait déjà vu, j'ai fait dans une petite vidéo, que du coup, en fait, les églises ont été construites au 9e siècle et ça a fait suite justement aux croisades vikings qui sont venus libérer les peuples de Celtie et de Gaule de l'esclavagisme romain. Du coup, comme juste avant toute la période où Carolus Magnus, du coup Charlemagne, avait éradiqué cette population, l'a mis en esclavage, et du coup a éradiqué tous les arbres séculaires sous lesquels ils faisaient leurs assemblées, il a vraiment tout détruit. Comme il n'y avait plus d'arbres pour faire les assemblées, ils ont décidé d'élever des arbres en pierre. Et du coup, ils ont mis le coq en haut, le coq qui est en fait, lui, le gardien, c'est lui qui donne l'alerte, c'est la révolution, c'est le Ragnarok, le coq. Voilà, ça qu'il faut comprendre. C'est lui qui veille à ce que le ciel ne nous tombe pas sur la tête. Voilà, on avait les assemblées ici. Du coup, si vous imaginez qu'on élève un arbre en pierre, ça ressemble à un petit clocher. Comme ça, j'ai mis un sapin de Noël parce que comme c'est bientôt Noël. Et du coup, le coq, il a la même place que dans la mythologie du Nord. Et ici, on a l'assemblée. Et du coup, en fait, l'église, ça signifie assemblée en latin. Voilà, église, ecclesia, assemblée. Ça peut être une assemblée de cochons comme une assemblée d'anges. Il n'y a pas de différence, c'est une assemblée. Et du coup, voilà. Donc, l'assemblée, l'église, le clocher, l'arbre et le coq qui est à la même place. Symbole républicain. Faut pas oublier ça. Parce que tout le monde a oublié. Je pose la question aux Français. 100% des Français ne savent pas d'où vient le coq. Et oui, moi non plus. Hein, pourtant, je le sais. Du coup, je vous en veux pas. Mais voilà, maintenant, voilà, vous savez, j'ai fait une petite vidéo déjà là-dessus. Un peu plus rigolote, peut-être, je sais pas.
Donc voilà, du coup on va parler du coup de la mythologie de l'arbre. Il y a Odin, il y a Tyr, il y a Sleipnir, un cheval à 8 pattes. Il y a cette idée que en fait Odin se suspend à l'arbre pendant 9 jours, qui contient les 3 fois 3 mondes, et du coup au bout du 9e jour c'est le coq qui le réveille aussi, et il descend, et il lui manque un œil. Du coup là on a l'allégorie du 3e œil qui arrive aussi dans cette petite histoire, et il arrive avec le secret des runes. Voilà, du coup on va parler avec des runes, parce que les runes c'est pareil, on ne nous apprend pas beaucoup ces petites choses, même la mythologie nordique à l'école, ouh là là, on n'apprend pas ça. Voilà, du coup je mets ça de côté, tac. Et du coup les mérovingiens, hop, et le trimégisme. Bon, ça on verra peut-être ça un petit peu après. Du coup, si je vois ça, la tradition, en fait, ça m'est venu tout simplement parce qu'en Vendée, il reste deux chapelles dédiées à l'arbre, en fait, 2 chapelles arbres. C'est-à-dire qu'il y a du côté Saint-Montrévert, je crois, vers l'Herbergement, c'est ça. Du coup, il y a un tronc énorme, un arbre gigantesque qui a résisté au remembrement de Carolus Magnus. Du coup, il y a carrément un petit bâtiment qui est accolé au tronc de l'arbre, et le creux de l'arbre fait partie intégrante de cette petite chapelle. Enfin, une bonne chapelle, ça c'est un bon tronc quand même. Et il en existe une autre aussi à la Rabatelière, voilà, une magnifique chapelle aussi, enfin magnifique parce qu'elle exprime ça justement, où il y a cet arbre énorme qui est intégré dans le bâti de la chapelle. Voilà, c'est la chapelle de la Sainte Famille, voilà, dédiée à l'amour de la famille, donc la famille dans tous les sens du terme. Et du coup, il faut comprendre que le cœur de ces arbres est dans ce qu'on appelle la partie du bâtiment, le cœur de la chapelle. Voilà, du coup ça fait sens. Là, ça fait sens. Et sur ces bâtiments-là, vous voyez qu'il y a des croix celtiques, mais partout, partout. C'est que des croix celtiques. Bon, après, pas partout, voilà, il y a sûrement des exceptions. Voilà, il y a une vidéo de 15 jours pour parler de toutes les transformations qui ont été opérées. Mais voilà, c'est jusqu'au 13e, ça a été. Après, période d'inquisition, 15e, on revient à la tradition, on rénove ces bâtiments. Après, période d'inquisition. Et après, c'est le Vatican qui finance l'élévation de ces bâtiments. Comme ça, depuis, on a l'impression que ça a toujours été là. Mais non, c'est arrivé au 9e siècle, après les Vikings, on s'est réapproprié les traditions. Voilà pour la petite histoire. Et du coup, on est avec les runes. Alors là, je vais vous raconter, je vais essayer de vous le faire en direct. Je prends une page blanche, et voilà. Je vais décaler tout ça, pour qu'on ait quand même toujours ces petits symboles-là avec nous. Et donc on va parler avec les runes. Alors les runes, on va parler avec le Futhark là. Du coup il y a plusieurs Futhark, il y a plusieurs éditions de runes. Voilà, il y en a qui ont 32, il y en a qui en ont 33, il y en a qui en ont plus, il y en a qui en ont moins. Voilà, il y a un petit truc qu'on a retenu là, donc voilà, j'ai trouvé que ça c'était pas trop mal. Et du coup voilà, faut comprendre que là on est dans le compte druidique. Les druides comptaient de 1 à 8. Tout ce qui était cyclique, on comptait de 1 à 8. Et après, il y a alors on peut refractaliser, je sais pas comment l'exprimer ça, pour être simple. Et du coup, en fait, il y a 3 familles de 8 runes. Voilà, donc on est dans le 3 et le 8. Et du coup, il y a 24 runes. Aussi, il faut savoir que chez les Mérovingiens, on introduisait 300 abeilles lors du rituel d'intronisation de la couronne. Du coup, les abeilles, du coup, pour ce qu'on a vu tout à l'heure, avec les ouvrières, et du coup, 300, parce que du coup, 1 plus 2 plus 3 jusqu'à 24, ça fait 300. Du coup, ça indique le nombre des runes, sauf qu'il y en a peut-être 25. Il y a la rune Mire, celle qui fait silence, celle qui ne dit rien. Voilà, celle qui ne livre pas, qui est le secret. Voilà. Peut-être qu'on va en parler de celle-là. Et du coup, donc on va partir par là. Alors, dans mon histoire, ou alors je vais faire une autre vidéo pour ça. Voilà, je vais cliquer parce que je vais pas avoir assez de temps, parce que je suis limité à un moment.